Mesdames et messieurs, bienvenue à Parlons Sport. Aujourd'hui à l'émission, 3 sujets assez abracadabrants pour vous. On parle de soccer, de drogue et d'aviation. Tout d'abord, j'aimerais inviter mes chroniqueurs, mais avant tout mes amis, Émile, Roy et Octavio. Ça va bien, ça va bien? Salut Alex. Donc Alexandre, ça va bien avec toi? Super bien, toi Octavio? Très, très bien. Parfait. Belle émission aujourd'hui. Grosse émission aujourd'hui. Fait qu'un soccer, aviation, acrobatie aérienne. Voilà, acrobatie aérienne, précise. Dopage. Super intéressant. Drogue tout à l'heure, mais dopage. Parfait. Octavio, Donc, bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la croissance du soccer au Québec, en fait, l'ascension du soccer au Québec. On va présenter des vidéos, on va présenter des entrevues, des statistiques, et je vais commencer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Moi aujourd'hui, tu as dit aviation, je tiens à préciser, c'est vraiment acrobatie aérienne, spectacle aérien. Plus précisément les Snowbirds, donc l'équipe d'acrobatie canadienne, des forces canadiennes, qui font beaucoup de représentations en Amérique du Nord. Donc je suis venu avec ce sujet qui est assez spécial, mais c'est considéré comme du sport quand même. Émile? Finalement, une petite recherche sur le dopage, puis on finit le tout avec un débat. Un petit débat aujourd'hui. Un petit débat de la semaine. Parfait. Et puis une petite surprise pour vous à la maison. Octavio, tu disais que tu avais un petit vidéo pour nous? En fait, oui, on va parler de la croissance du soccer au Québec. On va vous présenter brièvement, en fait, qu'est-ce que le soccer et pourquoi on joue ça au Québec. Après, on va donner quelques statistiques et on va conclure avec une entrevue avec Mme Nancy Cholette, une agente administrative chez l'Impact de Montréal. Donc, commençons tout d'abord avec la vidéo. Connu sous le nom de soccer en Amérique du Nord, est le sport le plus pratiqué au monde avec 270 millions de pratiquants. C'est un sport merveilleux qui unit des nations depuis 1930 lors de la première Coupe du monde de la FIFA qui a eu lieu en Uruguay. Cependant, même étant le sport le plus célèbre au monde, il n'est pas très populaire en Amérique du Nord et principalement au Québec. Région passionnée de hockey, le Québec n'a jamais eu une forte affection envers le soccer, mais les choses commencent à changer depuis une dizaine d'années. De plus en plus, ce sport est découvert dans notre province. Des gens commencent à le pratiquer à chaque été et le nombre de ligues ne cesse de s'agrandir. Et cela continue même en hiver, occupant un peu la place du hockey dans le cœur sportif de Québec. Actuellement, la province a une nouvelle raison pour aimer ce sport. L'Impact de Montréal, la 3e équipe canadienne, a rejoint la MLS, la Ligue majeure de soccer en Amérique du Nord. Enfin, pour conclure, la jeunesse québécoise a soif du soccer et ne cessera pas d'agrandir sa passion et de la partager avec les autres Québécois. Merci beaucoup. Comment t'as trouvé la vidéo? Super intéressant, honnêtement, j'ai appris beaucoup de trucs là-dessus. Oui. Donc, comme je disais, des statistiques, le soccer a une croissance remarquable, comme vous avez pu voir avec la vidéo, au Québec. C'est le sport avec le plus de joueurs et de joueuses dans la province en 2012, avec 200 000 joueurs. Oui. Plus que le hockey. Plus que le hockey, Au 200 Québec. 000, oui, au Québec seulement. Wow. C'est le sport avec le plus grand rayonnement sportif et financier de la province. Encore une fois, plus que le hockey. Wow. Puis, comme je le disais tout à l'heure, on a une entrevue avec Mme Nancy Cholette, agente administrative chez l'Impact de Montréal. Mme Cholette, en fait, elle est représentante aux billets de saison et aux abonnés de groupe. Donc, on va présenter l'entrevue. En fait, j'ai pas pu l'amener en scène aujourd'hui. J'imagine. Exactement. On a tourné l'entrevue tout à l'heure. Et pour commencer, j'ai demandé à Mme Cholette de décrire un peu brièvement l'historique de l'histoire du soccer au Québec. Donc, voici sa réponse. Oui, très brièvement, je pourrais dire que la Fédération de soccer au Québec existe depuis 1911. Donc, ça paraît pas que ça fait quand même assez longtemps que le soccer existe au Québec. Je peux dire, au niveau professionnel, on a eu le Manic de Montréal en 1981, le Supra en 1988 et l'Impact de Montréal en 1994 et l'Impact comme qu'on le connaît aujourd'hui depuis cette année, en 2012, élection d'entrée en MLS. Donc, ensuite, j'ai demandé à Mme Cholette de nous expliquer les principales causes de l'ascension de ce sport dans la province, pourquoi ça devient tant populaire avec le fil du temps, et voici ce qu'elle a répondu.
En fait, le soccer a commencé, je vais revenir sur un bref retour sur l'historique. Le soccer a commencé en 1911, surtout par l'arrivée des immigrants britanniques. Il y a eu un regain d'influence dans les années 70 avec l'arrivée des nouveaux immigrants. On parle notamment d'Italie, on parle du Portugal, on parle d'Allemagne, on parle vraiment des immigrants européens. Parce que le sport ici, c'était évidemment le hockey, mais avec toute l'arrivée de ces gens-là, le fait que Montréal est devenu une ville assez cosmopolite, des gens de beaucoup d'origine, c'est aussi un des sports qui est le moins dispendieux à pratiquer. Ça prend une paire de souliers, une paire de protèges tibiales, puis le reste est pas mal fourni avec l'inscription. Donc c'est une des raisons pourquoi le soccer a atteint une certaine popularité au Québec, donc les coûts et les arrivées. Pour enchaîner, j'ai demandé à Mme Cholette de plus prévoir l'avenir du soccer au Québec, donc de décrire ce qu'elle prévoit pour le futur de ce sport, et voici sa réponse. Je vais revenir un peu sur les statistiques. Il y a environ, en 2006, 90% des joueurs qui jouaient étaient âgés de moins de 18 ans. Ces gens-là, pas parce qu'ils ont atteint 19 ans, ils vont pas arrêter de jouer. Ils vont continuer à jouer. Donc maintenant, il va y avoir toujours le même nombre de jeunes qui vont jouer, si c'est pas plus, avec l'importance de l'activité physique qui est promue à tous les jours par les médecins, par le gouvernement, etc. Donc la promotion de l'activité physique fait en sorte que les gens sont encore plus portés vers le soccer aussi. Donc ces jeunes-là vont continuer à jouer, puis les gens, une fois qu'ils vont atteindre l'âge senior, vont quand même continuer à jouer. Donc l'avenir est très très bon, parce qu'on va finir par entrer dans tous les foyers, partout, un peu partout. Ça va devenir un peu comme le hockey. Comme vous avez pu voir, Mme Cholette a fait une petite comparaison entre le soccer et le hockey, la popularité en fait des deux sports au Québec. Ouais. Donc, pour conclure, j'ai demandé si le soccer allait un jour prendre la place du hockey dans le cadre québécois, et sa réponse était très brève, la voici. Ne prendra pas l'espace tradition dans le cadre des Québécois, mais va prendre la place dans le sport pratiqué. Oui, très brièvement, je pourrais dire que la Fédération de soccer au Québec existe depuis 1900. Donc ça, c'était l'entrevue avec Mme Nancy Cholette, parlant du soccer. Mais dites-moi, oui. Octavio, toi, tu sais, quand tu viens chez moi le samedi soir et on écoute le hockey, penses-tu qu'un jour, on va remplacer le hockey par le soccer? Penses-tu que c'est quelque chose qui va vraiment arriver? Je pense que d'une façon générale, dans la province, oui. Parce que surtout avec l'entrée de l'Impact en MLS, les gens commencent à jouer de plus en plus. Et comme je disais tantôt, c'est le sport avec le plus grand rayonnement sportif à la province. Donc oui, les gens vont commencer à être plus intéressés envers ce sport, la popularité va augmenter. Et je pense que ça pourrait prendre un peu la place du hockey, oui. Puis principalement cette année, à cause du lockout, je pense que le soccer grandit beaucoup. Ça incite les gens à regarder d'autres sports à la télévision. Oui, exactement. Merci beaucoup, Octavio. Merci. Vraiment intéressant. Oui, honnêtement. Pour enchaîner, Roy? Tu nous parles de l'acrobatie aérienne. Voilà, donc Octavio, merci beaucoup. Là, encore une fois, comme à chaque semaine, tu me surprends. Cette fois-ci, je vais essayer de te battre. Donc moi, je suis arrivé avec les acrobaties aériennes, particulièrement les snowbirds. Donc on va commencer avec un petit topo là-dessus. C'est après avoir donné leur premier spectacle en juillet 1971 et eu une existence incertaine pendant 7 ans que les Snowbirds reçoivent enfin le 1er avril 1978 le statut d'escadron permanent. L'équipe de démonstration aérienne des forces canadiennes s'appellera désormais le 431e escadron de démonstrations aériennes. Cette réussite n'est pas venue sans peine. Elle représente la somme des efforts que de nombreuses personnes ont déployés au cours des 10 années précédentes. Une part du succès est également attribuable à l'appui que les membres des forces canadiennes et le public ont accordé à l'équipe et qui se manifeste au fil des spectacles que les Snowbirds présentent d'un bout à l'autre du pays. L'équipe de démonstration aérienne des Snowbirds constitue un des emblèmes canadiens et est composée de militaires actifs des forces canadiennes. Ces pilotes et ces techniciens travaillent en équipe pour donner des spectacles à sensation forte au public nord-américain. Agissant comme ambassadeurs canadiens, les Snowbirds démontrent le haut niveau de professionnalisme, d'esprit d'équipe, d'excellence, de discipline et de dévouement qui est propre aux femmes et hommes de l'aviation royale canadienne et des forces canadiennes.
Super intéressant. Merci. Donc, comme vous venez de le voir aux images, les Snowbirds sont vraiment l'équipe qui a une importance très grande dans l'aviation, dans le milieu de l'aviation, surtout en Amérique du Nord, parce que c'est là qu'ils donnent leur représentation. D'ailleurs, ils ont fini leur saison 2012 avec une représentation en octobre dernier à Moose Jaw, en Saskatchewan. En fait, c'est là où est-ce qu'ils sont basés. Okay. Évidemment, vous pensez qu'ils font combien de... Est-ce que vous avez une idée de combien de spectacles ils font par mois à peu près? 2, 3... vous allez être surpris, ils en font plus d'une douzaine. Donc, c'est vraiment un nombre important. Ça fait presque un spectacle par jour, un peu plus de un par jour. Donc, les pilotes se disent soulagés de rentrer chez eux. Ça demande beaucoup de préparation, donc c'est vraiment impressionnant. Ils sont très actifs. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà assisté à un spectacle? Mais ils sont venus sur Saint-Jean. Ouais. Ils viennent à Saint-Jean des fois. OK. J'étais avec ma petite fille. OK. Ouais. Toi, Émile? À Val-d'Or. OK. Ouais. Et Octavio? Moi, honnêtement, Non? j'ai jamais assisté en spectacle de snowbirds, mais c'est très intéressant pour tes explications. Je pense que je pourrais voir y aller bientôt. Il y a même, pour le public qui serait intéressé, dans le Centre des sciences de Montréal, il y a une salle spéciale pour eux où il y a un petit jeu en lien avec les snowbirds. OK. Donc, voilà. Super. Pour nous parler plus du sujet aujourd'hui, on a invité la lieutenant-colonel Maryse Carmichael des Forces canadiennes. C'est la commandante de l'escadron des Snowbirds et c'est aussi la première femme à faire partie de l'équipe. Wow. Impressionnant. On est chanceux de l'avoir. Donc, on va l'avoir avec nous pour répondre à nos questions. Bonjour, Madame Carmichael. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, et toi? Très bien. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui par téléphone. On comprend que vous êtes assez occupé. J'aimerais vous poser quelques questions. Donc, d'abord, jusqu'où s'étend la renommée des Snowbirds? Alors, pour nous, nous sommes évidemment l'escadron de démonstration aérienne au Canada. Nous sommes ici pour représenter tous les membres des forces canadiennes et évidemment, notre réputation s'étend en Amérique du Nord puisque nous faisons des spectacles aussi aux États-Unis. Mais je dois vous dire qu'on est connu un peu plus dans le monde de l'aviation à travers le monde. On fait souvent des échanges avec les équipes européennes et les équipes aussi même jusqu'en Corée. OK. Donc, c'est même plus qu'en Amérique du Nord, même si vous faites juste les représentations là. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un public particulier qui est visé par vos démonstrations? Moi, je dois dire que c'est le public canadien surtout qui est notre premier public ciblé. Évidemment, lorsque nous faisons les représentations ici au Canada, on aime bien voir les jeunes Canadiens parce que c'est important qu'ils puissent voir ce qu'on fait au sein des forces canadiennes, puis aussi de pouvoir voir aussi une possibilité d'emploi avec les forces canadiennes. Mais je dois dire que c'est vraiment la population en général canadienne qui est notre public cible. D'accord. Et ça ne vise pas seulement les passionnés d'aviation, je suppose? Non, bien sûr, parce que vous pouvez vous imaginer, présentement, nous avons du personnel de déployé dans une trentaine de pays à travers le monde au sein des forces canadiennes, mais malheureusement, on ne les voit pas, on ne voit pas ce qu'ils font de jour en jour. Par contre, les membres de l'équipe des Snowbirds sont là pour représenter l'excellence et le travail d'équipe qui est fait par tous les membres des forces canadiennes de jour en jour. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire par quel cheminement vous êtes arrivé jusqu'au titre de commandante de l'équipe des Snowbirds? Oui, alors pour moi, j'ai débuté vraiment dans l'aviation lorsque j'étais une jeune adolescente. Alors j'ai commencé au sein des cadets de l'air lorsque j'avais 13 ans. J'ai continué par la suite. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à voler. Alors à l'âge de 16 ans, j'ai fait une bourse de pilotage de plein air. Et par la suite, une licence privée là, sur les petits Cessna. Et plus tard, j'ai joint les forces canadiennes et alors maintenant, dans ces 22 dernières années, j'ai fait partie des forces canadiennes à titre de pilote. Et c'est vraiment le cheminement normal d'un pilote au sein des forces canadiennes où j'ai eu quelques affectations à travers le Canada et j'ai eu la chance d'appliquer pour faire partie de l'équipe de Snowbirds il y a une dizaine d'années. Où à ce moment-là, j'ai fait vraiment le spectacle là, pendant 2 ans de temps à travers l'Amérique du Nord. Ben, très intéressant. Et qui dit évidemment spectacle aérien et acrobatie aérienne dit manœuvre.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les types de manœuvres que vous effectuez pendant vos représentations? Oui, certainement. Alors, notre équipe, c'est une équipe composée de 9 pilotes et 9 avions. Alors, lorsque vous voyez le spectacle, c'est des formations. Le début, les 5 premières minutes du spectacle et à peu près les 5-6 dernières minutes du spectacle sont composées de formations où on a les 9 avions qui font des tonneaux, des manœuvres dans le ciel avec les 9 ensemble pour démontrer la précision de ces grandes formations-là. Et plus à l'intérieur, au milieu de notre spectacle, ce qu'on fait, c'est qu'on défait cette grande formation-là et on essaie de plus démontrer certains talents de certains de nos pilotes. Alors, souvent des croisés à haute vitesse et à 300 pieds du sol. Certaines autres manœuvres qui sont peut-être un peu plus spectaculaires. Alors, il y a vraiment une variété de manœuvres qu'on fait lors de notre spectacle qui dure environ une trentaine de minutes. D'accord. Et comme vous venez de le dire, la difficulté de ces manœuvres exige une coordination parfaite et aussi un travail d'équipe sans faute. Quels sont les risques potentiels lors de ces manœuvres? Alors oui, évidemment, comme dans un peu tout, il y a certains risques. Ce que nous faisons, c'est... Alors notre saison de spectacle est du mois de mai au mois d'octobre, partout à travers l'Amérique du Nord. Et à ce temps-ci de l'année, alors de novembre à avril, nous sommes ici à notre base de partenance à Mougins, Saskatchewan, où on s'entraîne. Alors nos pilotes volent 2 fois par jour, à tous les jours. Et alors, afin de minimiser le risque qui est présent souvent dans certaines manœuvres qu'on fait, c'est qu'on s'assure d'être très bien entraîné, de très bien connaître les manœuvres, bien connaître nos coéquipiers au sein de la formation et de prendre tous les mesures possibles pour diminuer ce risque-là. D'accord. Et selon vous, quelles sont les qualités les plus importantes pour faire partie de cette équipe qui est vraiment, comme vous venez de le dire encore une fois, la perfection, on pourrait dire? Oui, la perfection, j'ai aussi mentionné la discipline. Je pense que c'est une des choses les plus importantes au sein de notre formation, c'est d'avoir la discipline, d'être exactement à l'endroit ou au moment où on l'a dit, de respecter les règles avec les coéquipiers et coéquipières, d'être évidemment au top de la formation, de notre énergie cette journée-là, et aussi l'esprit d'équipe qui est important. C'est important, c'est une équipe de 9 pilotes. Il y a une plus grande équipe derrière ça aussi de techniciens et de techniciennes. Alors, l'esprit d'équipe, la discipline, ce sont des choses vraiment importantes pour nous. D'accord. Et personnellement, si vous aviez à décrire l'expérience de voler avec les Snowbirds en 3 mots, quel serait-il? Je pense que pour moi, c'est le summum, évidemment, de voler avec les Snowbirds. Ça a été et ça l'est toujours une expérience incroyable qui est probablement au top de ce que je peux faire en aviation. Justement, hier, j'ai été témoin de notre première formation de 9 avions pour la saison 2013. Alors, comme ils sont à l'entraînement, ils faisaient de plus petites formations. Maintenant, ils ont mis les 9 dans le ciel en même temps. Alors, c'était toujours quelque chose de voir ça. Je dirais qu'un autre mot, ce serait la passion. Tout le monde ici a vraiment la passion de l'aviation et la passion du vol. Et c'est bien important. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au plaisir de vous reparler. Ça fait bien plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Wow, très intéressant. Super intéressant. Très intéressant. Très intéressant, madame. Donc, on vient de parler à la lieutenant-colonel Maryse Carmichael. Donc, une fois encore, c'est la première femme à faire partie de l'équipe et c'est aussi la commandante à l'heure actuelle de l'équipe des Snowbirds. Ah, c'est impressionnant. Excellent, Ouais. excellent. Merci beaucoup, Roy. Merci à vous. Pour enchaîner la dernière chronique d'aujourd'hui avec Émile. Oui. Salut, Émile. Ça va bien? Super bien, toi? Oui. Donc, j'ai fait une petite recherche sur le dopage, ses effets sur l'athlète, puis on va finir le tout avec un débat. Un petit débat du jour. Petit débat, oui. Parfait. Donc, je vais vous introduire un peu le dopage. Donc, il est utilisé depuis le 19e siècle. OK. Le dopage est illégal autant dans les courses animales que les courses chez les humains. Donc, Animal, tu parles pour... les chevaux, les j'imagine. chiens. OK, parfait. Tout ce qui tu peux pas doper un animal OK. pour accroître sa capacité athlétique. Donc, au début, les formes de dopage qui étaient utilisées, c'est vraiment l'alcool, la caféine, la cocaïne même.
c'est vraiment des choses qu'aujourd'hui, on ne considère pas comme du dopage. Le café, on prend un café le matin pour se réveiller, mais on ne va pas aller courir un marathon avec un café. Ouais. Donc, le premier cas de dopage qui a été reporté, c'était en 1904, aux Jeux olympiques de Saint-Louis. Donc, c'était un Danois, M. Thomas X, un marathonien qui avait pris du brandy avant sa course. Donc, il dit que ça avait augmenté ses capacités à courir. Est-ce qu'il a gagné? Oui, justement, il a gagné. Okay. Il s'est pas fait... Le fait en fait d'avoir de l'alcool dans le sang, ça leur permet de... Ben pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Je pense que c'est plus un placebo. Je pense que c'est plus un placebo là, dans son cas. Okay. Il s'est pas fait enlever sa médaille parce que le dopage n'était pas encore illégal en 1904. Le dopage a juste été illégal à partir de 1928. Oh. Puis c'est dans les années 30 que là, on a commencé à synthétiser des hormones comme le PO puis tout ça. Donc, c'est vraiment dangereux de se doper. Il y a un athlète, il y a eu un cas de mort aux Olympiques. Wow, il est mort sur le coup, là? Oui. Donc, c'est le cycliste danois Knud Enmark qui est mort en 1960 aux Olympiques de Rome à cause de prise d'amphétamine. Et c'est le seul, tu dis? Oui, c'est le seul reporté. Donc, le seul aux Olympiques, j'imagine? Oui, seul reporté aux Olympiques, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres dans le monde. Ouais. Donc, le PO, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, le PO va stimuler la création de globules rouges au niveau du sang, ce qui va faire qu'il va y avoir plus d'oxygène qui va être amené au cerveau. Okay. Ça va aussi rendre le sang plus visqueux. Okay. Le cœur va devoir travailler plus fort. Comme le sang va être plus lourd, le cœur doit pomper plus pour monter le sang vers les muscles. Donc, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter les risques de faire un ACV, donc un arrêt cardiovasculaire. C'est pour ça que c'est très dangereux. C'est vraiment pas rare que ça arrive chez les athlètes qui prennent de l'EPO. Aussi, une autre forme de dopage qui est vraiment plus utilisée de nos jours, c'est les stéroïdes. Oui, ça c'est... Donc, monsieur tout le monde peut décider de se piquer aux stéroïdes pour avoir des gros muscles. On peut appeler n'importe où, puis c'est vraiment facilement. C'est illégal, mais c'est quand même assez facile à se procurer. Je suis sûr que vous avez sûrement un ami qui a déjà essayé ça. Tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà pris des stéroïdes. C'est aussi très dangereux. Ça rend agressif. Il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects. Ouais. Et c'est quoi l'effet direct sur la capacité physique des stéroïdes? En fait, ça fait développer les muscles plus rapidement. Okay. Donc, tes muscles se développent plus rapidement, tu es plus fort, tu peux plus pousser. Finalement, une nouvelle sorte de dopage qui n'est pas illégale, c'est pas vraiment considéré comme du dopage, c'est la tente hypoxique. Donc, ça stimule un environnement haut en altitude. Donc, ça reviendra au même que les athlètes quand ils payent vraiment cher pour aller s'entraîner, par exemple, dans les Alpes. Ou ça réduit le taux d'oxygène, ce qui fait que tes poumons travaillent plus fort. C'est pas encore illégal, mais c'est une technique utilisée. Les athlètes, souvent, ils vont utiliser ça comme pour dire « Ah non, je me suis pas dopé, j'ai été dans une tente hypoxique à la place. » Ça reste légal, ça reste accepté. Donc, on va passer au débat. Du jour. Fait que le débat du jour, la question serait, afin d'augmenter la performance des athlètes, serait-il acceptable de permettre l'utilisation des drogues pour améliorer l'aspect physique? Dans le fond, est-ce qu'on devrait légaliser les drogues, le dopage dans les sports, oui ou non? Roy, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, selon moi, Alex, on ne devrait pas le légaliser pour la simple et bonne raison que si on le légalisait, il y aurait une importante croissance au niveau des athlètes qui en prendraient. Parce qu'évidemment, ça reste une compétition, donc on veut toujours gagner. Donc, il y aurait vraiment une augmentation de prise de dope chez les athlètes. Aussi, il ne faut pas oublier que, comme Émile l'a dit, il y a des risques associés à ça. Donc, il y aurait beaucoup plus de cas dangereux, voire mortels. Ouais. Aussi, en général, les futurs champions olympiques commencent à un très jeune âge. Donc, si on légalisait la dope, on pourrait se douter que ça entrerait dans leur vie aussi à un très jeune âge où ils sont très influencés par leur entraîneur, par leur famille et tout ça. Donc, selon moi, on doit continuer comme aujourd'hui, essayer de restreindre la prise de dope. Par contre, comme Émile vient de le dire, il y a toujours des moyens comme la tente hypoxique qui vont réussir à se faufiler parce qu'on ne peut pas dire que c'est du dopage parce que techniquement, ils ne s'injectent rien et tout. Voilà, c'est naturel, c'est un environnement naturel recréé artificiellement. Donc, la question, c'est plus de savoir où on considère les limites du dopage. Écoute, merci beaucoup, Ray. Octavio, toi, qu'est-ce que tu en penses? Regarde, pour en plus enrichir l'argument de Roy, je pense qu'en se dopant, l'athlète devient une machine, en fait. Un robot, là. Un robot, c'est ça. Sa performance va être faite par la science. Donc, si on va faire une compétition
que les athlètes sont dopés, ça va pas être la performance naturelle de l'athlète qui va montrer la conséquence de ses actions. Ça va être plutôt la science. Ça va être comme un robot. Donc, c'est la même chose d'avoir des athlètes dopés qu'avoir des robots, qu'avoir des machines qui font du sport. Parce que une personne dopée, c'est la même chose que ce n'est pas la personne, en fait. C'est plus un humain, c'est exactement, c'est plus naturel. Une machine qui bouge, là. Puis, exactement. Ben, moi, en fait, je suis totalement contre, c'est sûr. On a toute la même idée. J'imagine pas beaucoup de monde. Je pense que le plus gros problème qui irait avec la légalisation du dopage, c'est que, en fait, les pays investiraient beaucoup dans les scientifiques pour trouver de nouvelles façons de se doper, de développer des nouvelles formes de dopage qui engendraient, dans le fond, ce serait les pays les plus riches qui remporteraient aux Olympiques. Et puis ce serait plus l'athlète, ce serait plus la performance de l'athlète, mais ce serait vraiment le pays avec la meilleure drogue. La dope utilisée. Donc moi, c'est ça que je vois comme grand fléau si on légalise. Excellent, oui. Je pense qu'on partage tous le même point. Exactement. Je pense que tout le monde a la même thèse, la même opinion. Et puis, je pense que c'est aussi évident là, de dire d'être contre le dopage. Peut-être qu'il y a d'autres personnes à la maison qui pensent... Peut-être qu'il y a d'autres personnes à la maison qui ont différentes opinions. C'est pour ça que j'ai ouvert un compte Twitter. Je vous demanderai à la maison, Acrobas, Parlons Sport. Allez sur Twitter, puis dites-nous ce que vous en pensez. Ça conclut notre émission. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci à toi. Octavio. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, même heure, c'est un rendez-vous.